Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet épisode de Homo economicus. Aujourd'hui, je suis avec Julien, comme d'habitude, et avec Cola, qui est marchand de biens depuis 5 ans. Donc Cola, est-ce que tu peux te présenter, parler de ton parcours, comment tu es arrivé à être marchand de biens? Nicolas, 41 ans. Je suis un ancien freelance de l'informatique. J'ai travaillé dans le domaine bancaire. Je suis tombé dans l'immobilier justement en travaillant sur des logiciels de scoring bancaire, ce qui m'a permis de faire mes premiers achats. Et puis pendant la période du Covid, j'étais en train de négocier différents immeubles. Les agences ne pouvaient plus faire de visites, donc je me suis retrouvé avec beaucoup d'offres acceptées. J'ai eu du mal à financer tout le volume d'achats et vu que c'était difficile avec les artisans de faire les travaux et de relouer pendant la période du Covid, je me suis formé à marchand de biens et j'ai revendu une partie des immeubles que j'avais achetés pendant cette période. D'accord, donc en fait, tu étais investisseur immobilier avant d'être marchand de biens, c'est ça? Tu étais freelance informatique et en plus, à côté, tu faisais de l'investissement immobilier. Exactement. J'avais ma boîte, d'informatique, freelance, on gagne bien. Je réinvestissais, quasiment la totalité de ce que je gagnais dans des SCI, des sociétés avec des montages holding pour, acheter à tour de bras dans des villes où c'était pas forcément très cher le mètre carré. Bah, pendant le covid, j'étais en train de négocier pas mal de choses en me disant: «Le premier immeuble qui tombe, je l'achète». Sauf que vu que plus personne pouvait visiter, bah, tout le monde a accepté mes offres en même temps. Ah oui, oui, donc compliqué de suivre après quand tu te retrouves avec beaucoup plus de volume que tu avais prévu. Exact. D'accord et fondamentalement, c'est quoi la différence que tu as vue entre un peu ton expérience d'investisseur, immobilier et le marchand de biens, vu que tu es un peu tombé dedans comme ça, «par hasard» entre guillemets? L'investissement immobilier, c'est d'une certaine façon plus simple. Parce que si tu te trompes en achetant, il te reste quand même le bien et tu vas pouvoir le revendre plus ou moins au même prix ou perdre quelques milliers d'euros, mais tu vas de toute façon réussir à te sauver ou au pire, tu vas le garder pendant 5, 6, 7 ans, le temps que le marché monte et tu récupères ta moins-value que tu as fait à l'achat parce que tu t'es trompé. Le marchand de biens, c'est différent. Tu prends un engagement sur une vente sur maximum 5 ans. Tu es considéré comme un professionnel, tu as des assurances de professionnels, tu as des bilans comptables à réaliser. Il y a des contraintes aussi sur les types de travaux que tu dois faire. Tu dois respecter certaines normes, notamment des choses que les gens ne pensent pas. Mais quand tu divises un appartement, tu dois réaliser des cloisons coupe-feu. Par exemple, entre les 2 appartements, tu ne peux pas faire de la division sauvage comme on fait, dans du locatif parfois simple. Là, tu dois, bien faire les déclarations à Enedis pour avoir tes compteurs électriques pour chaque lot. Il y a, pas mal de contraintes aussi au niveau des déclarations d'urbanisme. Tu peux faire semblant que rien ne s'est passé et que tu as changé les fenêtres quand tu es un particulier. Tu sais que la mairie va t'embêter, alors tu attends le mois d'août et puis au mois d'août, quand il y a personne qui bosse à la mairie, tu fais ton changement de fenêtre le 15 août au soir. Personne te voit. Sauf que quand tu es marchand, bah, tu ne peux pas te permettre de faire des choses comme ça. C'est-à-dire que de toute façon, ils vont te rattraper. À partir du moment où tu es un professionnel, c'est beaucoup plus complexe. D'accord, donc tu as plus de filouterie, on va dire, quand tu es, particulier que, quand tu es, Mmh. marchand de biens parce que tu es vraiment professionnel en société du coup, alors qu'un particulier, il a pas forcément de société. Donc il y a un peu plus de laissez-passer, de moins de règles, on va dire, à respecter, si j'ai bien compris. E exactement. D'accord. Est-ce que c'est vrai, parce que j'entends beaucoup parler de bénéfices à 5 voire 6 chiffres sur les opérations, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Parce que sur YouTube, on entend un peu de tout. Tout le monde peut être marchand de biens. C'est exactement comme la bourse. Il faut avoir une certaine résistance au stress parce que quand tu as des lots qui te restent sur les bras pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans et que personne te les achète et il faut pas paniquer, il faut pas baisser le prix et les brader, pour vraiment essayer de vendre, et récupérer ta mise de départ en te disant: «Waouh, j'ai récupéré ce que j'ai mis, c'est bon, je suis OK». Non, en fait, tu aurais dû gagner de l'argent et il faut être patient. C'est un travail de longue haleine, surtout l'immobilier. Mais oui, alors si tu es bon, tu peux faire des opérations à 6 chiffres. Après, à Paris, acheter et revendre un immeuble, faire une opération à 6 chiffres, c'est facile. Faire une opération à 6 chiffres en province, c'est plus complexe déjà, parce qu'on est sur des montants qui sont moindres, donc on est sur un pourcentage de gain. Un bon marchand de biens doit essayer de réaliser au moins, tous frais comptés, 20 de marge sur la totalité du chiffre d'affaires de l'opération. 20, c'est une opération qui est bien menée et qui a une marge raisonnable. Il va falloir faire plusieurs opérations pendant l'année pour pouvoir manger, en fait. J'ai eu une opération où j'ai risqué une procédure qui s'appelle la rescission pour lésion. C'est-à-dire que j'ai revendu un bien à plus du double de ce que je l'avais acheté. Alors en D'accord. réalité, c'est 7/12. On va pas rentrer dans le texte de loi,
J'ai revendu au double et j'ai dû au dernier moment entamer quelques milliers d'euros de travaux pour justifier le fait que je revendais plus cher. Sinon j'aurais pu être, disons, poursuivi par les anciens vendeurs et j'aurais dû, avant d'aller au procès, leur dire: «Bon, bah, je vous donne 30 000 €, fermez un œil et puis on oublie tout ça» et voilà, quoi. D'accord, donc en fait, c'est un peu un mythe, quelque part parce que ça se base vraiment sur le prix d'achat? Parce que toi, tu me parles en pourcentage, tu as dit 20. Oui, Ça veut dire que si j'achète sur une opération, imaginons à 100 000 €, je dois au moins faire 20 000 € de marge sur exact. l'opération. Mais par contre, si sur cette opération-là, je fais 100 000 € de marge, donc 100 de marge, je risque quelque chose en tant que marchand de biens parce que j'ai acheté et revendu 2 fois plus cher? Le ratio, c'est 7/12 du prix, donc un petit peu, c'est pas exactement la moitié, faut faire les calculs. Oui, ça, c'est la récision par lésion, c'est une des choses que les marchands de biens doivent connaître. On peut l'éviter en faisant des travaux ou en justifiant, en faisant des reportages photos ou en faisant venir un huissier pour voir qu'on a fait installer des compteurs, on a divisé, c'est pour cette raison qu'on revend au double du prix. Après, il y a plein de façons de se protéger. Il y a des subtilités aussi sur les régimes de TVA des marchands de biens. Il y a plein de petits détails à connaître. On est sur un vrai métier. On ne peut pas s'improviser marchand de biens. Pour, revenir sur, l'histoire des marges à 6 chiffres, moi, je suis en train de revendre en ce moment un immeuble acheté 112 000 €, dans lequel, avec mon associé, on a fait, 360 000 € de travaux, avec traitement mairu, pignon, repris, toiture, Ah oui. reprise aussi. On a fait le désenfumage des pompiers, on a fait énormément de choses dedans. On le revend 750 000, ce qui veut dire qu'on a presque une marge de 300 000 sur un immeuble qu'on a payé 100 000. Donc sur le papier, ça fait rêver. La marge est extrêmement importante, mais c'est un cas isolé sur lequel on a pris énormément de risques. D'accord, donc en fait, tout le monde ne peut pas forcément être marchand de biens et rêver d'être, entre guillemets «riche» comme on l'entend, sur les réseaux. Il y a vraiment des prérequis à avoir parce que là, tu parles de sommes conséquentes, hein. Tu parles de 360 000 € de travaux à peu près. Oui. C'est pas une petite somme. Faut que la banque suive derrière. Est-ce que pour être marchand de biens, du coup, il y a, un minimum de patrimoine ou de connaissances, ne serait-ce qu'à avoir pour, pouvoir se lancer? La première opération, les banques vont avoir tendance à financer. C'est un peu comme D'accord. l'investissement immobilier. Il y a une course de chevaux et eux, ils vont parier, sur les dossiers qui leur paraissent, meilleurs. Tout le monde peut présenter un bon dossier. Tout le monde peut contacter une banque à Paris en leur disant: «Je vais vendre un immeuble à Laval». La banque, elle va regarder plus ou moins le prix au mètre carré, elle va pas trop comprendre, elle va se dire: «Bon, bah, c'est un petit budget, ça va coûter 120 000 €, il débute, bon, bah, on va lui demander un apport conséquent, mais on va quand même le financer et on va voir comment ça se passe». Et ce sera à partir du résultat de cette vente qu'ils verront si le financer encore, si continuer avec lui. Si l'argent du gain est déposé sur la banque elle-même ou si par ailleurs, bien évidemment, la banque, elle dit: «Si tu joues pas le jeu, c'est ciao». Il y a pas mal de facteurs, après ce sont des accords, qui se prennent avec les banques. Il y a une certaine facilité à se faire financer. Il y a aussi des plateformes qui permettent, d'être financé, assez facilement, mais c'est à double tranchant parce que même si le crowdfunding reste une solution très intéressante, ça reste une solution qui est extrêmement coûteuse parce qu'on parle de 11 d'intérêt, mais en réalité, il y a aussi des frais de dossier. Et les frais de dossier, ils peuvent être, environ de 10 la somme, entre 5 et 10 de la somme que vous empruntez. Si vous empruntez 300 000, vous avez minimum 15 000 € de frais et généralement, le pire dans tout ça, c'est que les frais, ils sont, incorporés dans le montant total de la levée de fonds. Donc en réalité, vous levez beaucoup plus de ce dont vous avez besoin pour acheter D'accord, et vous et payez toi. des intérêts aussi sur ces 15 000 € de plus. Ah oui, OK, oui, donc en fait, tu as un peu un effet boule de neige sur les frais de dossier où en plus tu payes des des intérêts dessus. Tu as un exemple? Tu es déjà passé par, ce type de financement toi pour tes opérations ou tu fonctionnes uniquement avec tes fonds propres ou uniquement au crédit avec les banques? Un mix de tout? Alors moi, j'ai le défaut de vouloir faire plein de choses en même temps, ce qui fait que je suis constamment à court d'argent. J'ai travaillé avec 2 plateformes. J'ai D'accord. fait bien évidemment la première brique, avec laquelle j'ai fait 2 opérations. J'ai fait une première opération d'achat-revente d'un immeuble où j'ai quasiment rien fait. Je l'ai juste revendu à la découpe et j'ai géré un problème de compteur, donc ça s'est bien passé. Et la 2e fois, j'ai fait un hôtel que j'ai divisé, j'ai changé la destination de l'hôtel. Je l'ai divisé, j'ai fait 9 lots,
plus un petit local commercial. Dans cette histoire, aujourd'hui, j'ai revendu tous les lots. Il me reste encore le local commercial à vendre, mais j'ai remboursé entièrement, la première brique, avec la vente des appartements. Je conseille plutôt, aux personnes qui sont expérimentées et qui ont beaucoup de pré-commercialisation, d'aller sur la première brique. La pré-commercialisation, c'est quand, vous n'avez pas acheté, mais vous avez déjà vendu. D'accord, donc en Donc marchand de c'est biens, tu peux vendre des biens où tu es pas encore propriétaire dessus, donc tu es pas encore passé chez le notaire, que tu peux déjà vendre les lots de ton bien? légalement, s'il y a des notaires qui nous écoutent, ils diront que non, parce que c'est des ventes en cascade ou en cavale ou je sais plus comment ils appellent ça. Techniquement, c'est pas possible. Par contre, rien ne vous empêche de, signer un compromis pour l'achat, de demander au propriétaire de pouvoir commercialiser les lots pendant que vous êtes en période d'achat et quand quelqu'un décide de vous acheter un des lots, au lieu de faire un compromis qui est quelque chose qui va être bloquant pour l'acheteur et pour le vendeur. C'est-à-dire que moi, en tant que vendeur, je m'engage à vendre à cette personne et lui, en tant qu'acheteur, il s'engage à acheter le lot. Je ne peux pas, moi, me permettre de m'engager à vendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc, ce ne sera pas un compromis, mais ce sera une promesse d'achat de la part de l'acheteur. D'accord, oui, c'est assez technique du coup comme métier par rapport à ce que tu me dis parce que, il y a un peu de beaucoup de border. On va marcher sur la ligne un peu, on va flirter avec l'égalité si je comprends bien, mais il y a quand même un cadre légal derrière parce que tu vas pas jusqu'au compromis, mais tu fais la promesse de vente, malgré que le bien soit pas encore à toi. Donc comment ça se passe si jamais tu n'acquiers pas le bien, mais qu'il y a quand même une promesse d'achat sur, les futurs prochains lots de ce même bien? Comment tu peux gérer ce genre de situation? Bah, c'est-à-dire que lui, il a promis d'acheter, mais moi, je ne lui ai pas promis de vendre. D'accord, donc C'est tu une peux promesse. casser la vente. Tu peux casser la vente parce que c'est qu'une promesse d'achat. C'est lui qui a promis d'acheter, mais si moi, je n'ai pas promis de lui vendre. D'accord. Ce n'est pas un compromis. Il y a quand même plusieurs façons de pouvoir faire, «l'argent» entre guillemets, ta profession, parce que tu peux trouver un super immeuble, te positionner dessus avec du coup toi, une promesse d'achat, enfin un compromis de vente avec le vendeur et derrière pouvoir faire des promesses d'achat avec tes futurs acheteurs du coup. Et comme ça, en fait, quand tu passes chez le notaire directement, tu peux faire succéder les ventes de tes lots, sans pour autant perdre beaucoup de temps avec ce bien. Ouais, ça s'appelle une vente parfaite. Il y a parfois, on arrive à faire achat et les ventes le même jour. Ah oui, ah oui donc ça peut aller très vite. C'est difficile, hein. C'est pas facile à faire, faut coordonner tout le monde. Tu revends un immeuble, à la découpe, tu as un achat, mais tu as après aussi, pendant la même journée, tu as peut-être 8 ventes. Il faut que tout le monde soit d'accord pour, signer, le même jour. Alors bon, généralement, on fait des procurations. Il y a une relecture des actes, chez les notaires respectifs, avant la date de l'itération et puis après on fait passer toutes les ventes, le bon jour et ça s'appelle une vente parfaite. Mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. D'accord et j'ai un ami, par exemple, qui a acheté une maison 35 000 €, qui a seulement remis un petit coup de peinture dedans, limite fait une petite dalle. Il la revend, 60 000 €. Est-ce que ça, c'est, également un mythe? Est-ce que c'est du marchand de biens? Ou est-ce que vraiment on est sur quelque chose qui est un peu, considéré comme du marchand de biens, mais bon, c'est limite, limite, quoi? C'est pas vraiment, ton axe de métier? Il y a des particuliers qui font ça. Le critère de contrôle de la part des impôts, sur ce type d'opération, c'est la répétitivité et l'intention spéculative. Par exemple, moi, je vois ça très souvent, même il y a même des personnes qui sont assez connues, qui mettent en avant leur projet et qui disent: «Regardez, j'ai acheté telle maison, je vais la retaper, ça va me coûter tant et je vais la revendre à tant». Il n'y a rien de pire. Il faut absolument pas faire ça sur Facebook. Parce que tu es en train de mettre en avant ton intention spéculative. À partir du moment que tu as un contrôle, parce que les gens, ils font ça généralement en résidence principale, pour ne pas avoir à payer, l'impôt sur la plus-value. Ça reste sur internet. Si à un moment donné, il y a un contrôle, et ils vont sur la page Facebook, ils peuvent lire ce qui a été écrit et ils disent: «Ah mais monsieur, le 23 novembre de 2018, quand vous avez acheté ce bien-là, et bah, vous avez dit que vous aviez une intention spéculative et vous êtes allé le dire sur Facebook. Et puis vous avez effectivement, en 2020, revendu le bien après avoir fait les travaux. Vous ne pouvez pas me dire que c'était une résidence principale, que vous y avez habité. Bah, peut-être que vous y avez habité, mais de toute façon, moi j'ai la preuve que vous aviez l'intention spéculative. Et donc, la personne peut être redressée. Alors ça D'accord, donc arrive, mmh, pour les particuliers, ça n'arrive pas. ah, À moins qu'il y ait une certaine répétitivité. Généralement, on dit qu'il faut attendre 2 ans pour revendre une résidence principale. Il y en a qui l'ont fait, qui ont pas été pris, parce que c'était une fois eux, c'était une fois leur femme, c'était une fois leur cousin et cetera.
Mais bon, c'est jouer avec le feu, c'est avoir une épée de Damoclès sur la tête. Donc oui, c'est possible de le faire une première fois. Il y a même beaucoup de marchands de biens qui font ça en résidence principale. Ils font une opération qui leur rapporte beaucoup d'argent et ça les aide à avoir l'apport pour après aller voir la banque et dire: «J'ai de l'argent, prêtez-moi en plus, je vais faire des opérations». D'accord, donc en fait, le fameux, montage en résidence principale dont on entend tant parler sur les réseaux, c'est quelque chose qui est faisable, mais une fois et en fait, plus d'une fois, là, on risque vraiment quelque chose où, il y a un peu le critère de répétitivité, comme tu dis, qui nous plante au-dessus de la tête pour un contrôle fiscal où on peut vite être requalifié et j'imagine que ça coûte très cher, ce type de requalification? Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais si on est requalifié marchand de biens, ça coûte très cher. Parce que déjà, une fois que l'opération est passée, il y a plusieurs régimes de TVA quand on fait le marchand. On a, l'exonération totale de TVA, on a la TVA sur marge, donc la différence entre le prix de revente moins les travaux, moins, le prix d'achat et moins les frais qu'on a eus et on a la TVA intégrale. La TVA intégrale, c'est quand, par exemple, un marchand de biens rénove un bâti, qui a plus de 5 ans et l'administration fiscale considère que, le bien est revendu comme s'il était neuf. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à l'intérieur. C'est plus technique parce que, par exemple, si tu ne refais pas les sols, tu n'as pas refait la totalité de l'appartement, par exemple. Si tu ne fais pas, la toiture, on considère que c'est pas neuf. À partir du moment où tu t'es fait choper par les impôts, j'imagine qu'ils y vont pas avec le dos de la cuillère, quoi. Ouais. Et ça, ils vont y aller, ils vont te dire: «Bon, bah, écoute, déjà, tu vas nous payer sur la plus-value. Nous, on t'a chopé, avec 5 ans de retard, donc tu vas payer les intérêts sur ce que tu n'as pas payé pendant 5 ans. En plus, on va te mettre une TVA intégrale» et une TVA intégrale, c'est une TVA sur le montant total de la vente. Si tu as vendu à 200 000 € la maison, c'est 40 000 balles, Donc juste de possiblement, TVA. tout ce que tu as gagné sur ta vente, possiblement, déjà juste dans la TVA, quoi. Exactement. Tu as ça et puis après à ça, tu rajoutes aussi la plus-value que tu n'as pas payée et les intérêts sur les 5 ans. Ça va très vite, quoi. Tu te re-endettes derrière, en fait, pour payer, tes amendes et ta requalification parce que, en fait, ta marge absorbe pas du tout, ce que ça va te coûter de te faire requalifier, derrière. Le mieux, en fait, c'est peut-être de faire un premier montage en résidence principale ou, si on a déjà une résidence principale avec beaucoup de plus-value, possiblement la vendre pour se lancer et faire ça ensuite dans les règles de l'art avec, une société en marchand de biens pour pouvoir être vraiment tranquille d'esprit parce que j'imagine que, tu as pas beaucoup de temps quand tu fais ce métier. Par exemple, nous, on a eu beaucoup de mal pour savoir. Les créneaux étaient pas forcément tous disponibles. C'est quand même un métier qui te prend beaucoup de temps. On est loin du mirage qu'on voit sur les réseaux où tu fais marchand de biens, tu fais 2-3 opérations par an et tu changes ta vie. J'imagine qu'il y a quand même un peu de volume à faire, un peu d'achat et de revente, de façon assez conséquente pour pouvoir vivre correctement. Ça dépend du type d'opération. En fait, il y a plusieurs types de marchands. Ce qu'on voit aujourd'hui qui est mis en avant, sur les réseaux et les formations et les personnes qui disent que faire du marchand, c'est facile, c'est ce qu'ils appellent, eux, ils proposent des flips. Un flip, c'est, j'achète un immeuble, il y a déjà les compteurs, il est déjà divisé. Je revends lot par lot. Les seuls frais que j'ai, c'est, 3 000 € pour faire le règlement de copropriété et je désigne un syndic quand je vends les derniers lots, en fait. Je reste syndic bénévole jusqu'au dernier moment. C'est une opération que tout le monde peut faire. C'est ça le fait, parce que tu n'as pas à gérer Enedis, tu n'as pas à gérer les travaux, tu n'as pas de permis de construire, tu n'as pas de changement de destination, tu n'as pas tout ce qui fait C'est la une valeur une ajoutée du marchand. opération financière, quoi. Exactement. Mais, pour la faire, tu vas créer ta boîte de marchand et cetera et donc ils considèrent que tu es marchand. Mais ce type de flip, c'est quelque chose qui, au-delà d'être très facile à faire, c'est quelque chose qui rapporte de moins en moins. Parce qu'on a de plus en plus de marchands de biens qui, se concentrent seulement et uniquement sur ce type d'opération. Donc, nous de notre côté, je vais pas dire anciens parce que bon, moi je suis un peu intermédiaire, mais, nous les marchands, quand on voit, des petits jeunes qui arrivent et qui nous prennent ces opérations-là, qui sont des opérations faciles, pour nous, c'est du chiffre d'affaires qui nous permet d'appuyer nos dossiers après avec la banque, en disant: «Regardez, j'ai fait tot opération», mais on a beaucoup de petits jeunes qui viennent nous prendre, ces opérations faciles. D'un côté, ce ne sont pas vraiment des marchands parce qu'ils
n'ont pas le volet technique, le volet de l'urbanisme, qui est un volet, extrêmement important à avoir pour faire le marchand. Et d'un autre côté, bon, bah, nous, on les voit, ils nous prennent des affaires faciles, ça nous, on a nos dossiers qui sont complexes. C'est vrai qu'on aimerait bien de temps en temps pouvoir prendre un immeuble, le revendre à la découpe rapidement et gagner, 30 000 40 000 € comme ça. Ça nous permet de financer un autre projet. Et il faut pas oublier que le métier de marchand de biens, c'est un métier qui se situe entre les investisseurs immobiliers et les foncières. Il y a les foncières qui, parfois, ne vont pas prendre certains immeubles, ne vont pas prendre certains complexes parce que pour eux, il n'y a pas assez de mètres carrés. Ça ne justifie pas l'engagement sur une zone déjà peut-être rurale. Ça ne justifie pas pour eux de déployer une équipe, d'aller là-bas. S'il y a que 10 logements à sortir, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent au moins 40 logements minimum. Il faut que l'opération dépasse le million, sinon c'est pas intéressant pour eux. D'un autre côté, on a les investisseurs immobiliers qui, eux, bah, ils seront peut-être intéressés par un immeuble de 8 logements, mais à partir du moment où tu commences à leur parler de problèmes de fondation, de termites, de mérules, d'autorisation de la mairie, des ABF, permis de construire, toiture à refaire, ils vont pas forcément y aller, ils vont chercher quelque chose qui est plus simple parce qu'ils ont pas l'expérience et c'est normal. Et ben, le métier de marchand de biens se situe là au milieu. Sauf que le métier de marchand de biens qui fait que et uniquement des flips, bah, c'est pas un vrai marchand. Il y a un peu des «ligues» entre guillemets comme au football chez les marchands de biens. Il y a la Ligue 2 qui est, ceux qui font du flip. Il y a la Ligue 1 qui est un peu, tout ce que toi tu fais. Donc tu vas peut-être nous expliquer un peu plus comment toi tu fonctionnes sur tes opérations. Et après il y a vraiment le top Ligue 1 où là on a les foncières qui vont sur les très grosses opérations et qui vous laissent un peu les opérations, à vous, qui vous plaisent pas trop, enfin qui eux leur plaisent pas trop mais vous intéressent, où il y a quand même du chiffre à faire mais pas suffisamment pour la foncière. D'après ces explications, c'est les foncières, c'est plus une contrainte de taille que vraiment une envie, finalement. Exact. Parce qu'il y a sans doute des très bons rendements même sur ces opérations. Oui, oui, il y a des très bons rendements, mais c'est des très bons rendements sur des sommes qui sont pas intéressantes Voilà, c'est ça. pour déployer toute une équipe, quoi. Et les foncières, c'est pas réellement des marchands. Nous, on récupère le bâti. Nous, on sauvegarde le bâti ancien. Les foncières, elles achètent, elles rasent, elles refont. D'accord. Pour Un eux, peu il y a comme un promoteur qui achète de l'ancien, qui rase et qui construit son immeuble. c'est exactement ça. C'est des promoteurs, en fait. Ah oui, moi je pensais vraiment que les foncières faisaient un peu de marchand de biens, acheter des gros immeubles et aller par exemple sur Paris, un bel immeuble haussmannien, aller, rénover les différents lots et ensuite revendre à la découpe l'immeuble en lui-même. Et en fait, de ce que je comprends, eux, ils achètent vraiment pour le terrain en lui-même, détruisent l'existant et construisent, du neuf pour leur programme et ensuite le commercialiser. Je pense que sur Paris, ton exemple est sans doute mauvais Ah puisque oui, sur Paris. ils vont pas détruire l'haussmannien, mais Non, mais c'était pour donner une taille d'immeuble, quoi. C'était pour dire c'est très, il faut vraiment que ça soit des très gros lots avec, énormément d'appartements, parce que c'est ça ce qui les intéresse, c'est de faire des millions de marge, en fait, sur l'opération en elle-même, même si ça leur coûte des millions de fonds à mettre sur la table, si j'ai bien compris ce que tu fais. Toi, ton intérêt, c'est plus d'aller mettre quelques centaines de milliers d'euros sur l'acquisition, quelques centaines de milliers maximum sur des travaux et ensuite revendre à la découpe pour aller chercher des centaines de milliers de bénéfices. Donc on est sur une taille un peu moindre en fait, à ton niveau? si ce qu'on vous dit vous intéresse, on a créé Homo Economicus, notre newsletter mensuelle qui décrypte les rouages de la bourse. Abonne-toi, le lien est en description. C'est oui et puis moi aussi j'ai une taille plus petite, je suis tout seul dans ma boîte. J'ai pas la puissance de frappe et puis moi j'ai pas les fonds. Je reviens juste un instant sur autre chose qui a été dit avant. Les foncières, elles rasent, mais les foncières, elles font aussi des projets un petit peu plus complexes. Parfois, ils rasent pas forcément tout, ils font des surélévations. Ils rachètent une maison et puis ça devient un immeuble. Ils refont les fondations et puis, ils gardent le rez-de-chaussée, ils refont, aux étages et cetera. Ou ils rachètent carrément des hangars où il y a, 600 m, hop, ils prennent, ils gardent, la surface au sol de l'hangar et ils bâtissent un immeuble au-dessus et ils font 40 appartements et voire même peut-être des garages en souterrain, quoi. Nous, on n'a pas cette force de frappe et déjà, j'ai pas envie de me taper un chantier comme ça avec terrassement, les engins, les frais, celui qui est malade et qui peut pas venir creuser et cetera. J'ai déjà assez de mal avec les artisans. On n'a pas les épaules assez larges, nous, en tant que marchands. Si on veut faire quelque chose de ce type-là, on part sur une structure de foncière ou d'SCPI ou de sociétés qui revendent du neuf. C'est autre chose et moi, je ne fais pas. Moi, je travaille avec des foncières qui revendent mes lots parfois
Je leur D'accord. donne mes lots à la revente et eux, ils assurent, par exemple, ils disent: «Bon, bah, voilà, on trouve l'acheteur, il achète à temps. Nous, on lui facture tant en travaux, et le lot sera neuf, mais c'est pas moi qui fais les travaux», par exemple. Il y a des collaborations aussi, sinon moi, j'ai des investisseurs qui me rachètent mes lots parfois aussi. Mais, généralement, moi, je vise des immeubles où j'ai une valeur ajoutée à apporter. Dans ma zone, c'est le traitement de la mérule, qui est quelque chose qui fait très, très peur aux investisseurs. J'arrive, on déboîte tout, on trouve l'origine de la mérule, on traite et puis après on revend. Moi, je revends quasiment en plateau. D'accord, Heu, c'est quoi une revente en plateau, le revente en plateau, c'est, tu déposes le permis de construire, peu alors si c'est déjà divisé, tu traites le problème et tu revends appartement par appartement, mais dans le cas où il y a de la mérule, bah, moi j'ai tout déglingué à l'intérieur pour aller chercher la source de la mérule et la traiter. Donc à la fin, je revends un appartement, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de placo. J'ai juste l'arrivée du compteur. Éventuellement, je refais les communs parce que ça c'est ma technique à moi. Moi, je refais les communs, en mettant du marbre, en faisant vraiment quelque chose de très, très beau dans les communs et après je revends les appartements rasés, sans rien. Comme ça, je peux vendre des plateaux à un prix supérieur par rapport à la moyenne du prix des plateaux en disant: «Regardez comment ils sont les communs, ce sera une très belle résidence». D'accord. Julien, tu voulais dire quelque chose? Pour rebondir sur le fait que tu te spécialises dans les biens qui ont la mérule, toi, en fait, ça te permet de pouvoir estimer beaucoup plus précisément, je suppose, tes achats, te projeter plus facilement? Oui, je me projecte sur ce qui est pas cher. Bah, Et c'est pas la réponse que tu voulais, mais c'est exactement ça. Moi, c'est l'immeuble dont on a parlé tout à l'heure, qui a été revendu avec une marge très intéressante, fait environ 500 carrés. Il a été acheté 100 000, 112 000. Donc c'est très, très bas au mètre carré. Mais c'est parce que personne n'en voulait. Ça faisait des années qu'il était à vendre, ça faisait peur à tout le monde. Puis en réalité, c'est pas un immeuble, c'est 3 immeubles qui sont collés l'un à l'autre. bah, c'est un peu D'accord. oui ce que tu dis, les investisseurs ont peur des biens avec la mérule et tout, parce qu'ils ont pas l'habitude de traiter ce genre de dossier. Vu que toi tu sais que tu en as fait déjà plein, tu étais capable d'estimer, voilà un peu combien ça pourrait te coûter et du coup, bah, si l'opération c'est une bonne opportunité ou pas, quoi. Disons que tant qu'on n'a pas tout cassé, on ne sait pas quelle est l'étendue des dégâts. Parce que la mérule, c'est un champignon qui peut pousser même à l'intérieur des murs, il peut arriver un peu partout. Ah oui, On sait jamais exactement combien ça va coûter, mais la règle, c'est d'acheter très, très bas. d'accord. Et de toute façon, il y a très peu de personnes qui sont capables d'y aller. Généralement, c'est au bout de quelques années, c'est la mairie qui finit par racheter parce qu'ils ont besoin de traiter le problème avant que ça se propage dans les immeubles, à côté. Mais la mairie, elle préempte à un prix, qui est très bas. Donc faut arriver au bon moment. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que tu regardes ce qui est mis sur internet en vente et puis, bah, tu notes. Tu notes les 0,6 qui sont mis au niveau des annonces et puis après, quand tu vois que l'annonce a été enlevée et que l'immeuble n'est plus en vente théoriquement, mais tu sais qu'il n'a pas été acheté parce qu'à ce prix-là, impossible qu'il parte. Après tu commences, tu rappelles, tu dis: «Voilà, j'avais vu votre immeuble et tout, je voulais savoir si vous l'aviez vendu». «Ah non, non, on l'a pas vendu». «D'accord et qu'est-ce que vous en pensez?» «Ah, tu sais, on a dû le retirer à la vente parce qu'il y a une injonction de la mairie, ils veulent nous le préempter, mais ça fait 1 an que ça dure, on sait pas quoi faire et là tu dis: «Bon, bah, ils vous offrent combien à la mairie?» «Ah bah, la mairie elle offre 80 000, bah, moi je vous l'achète 100, je fais un offre comptant et je vous l'achète tout de suite» et à partir de là, tu renégocies mais il avait été mis, ça se trouve, à 300 000-350 000 en vente. Du coup, la vraie difficulté de ton métier, c'est d'acheter pas cher ou c'est de trouver des biens qui, toi, te correspondent? Par exemple, la stratégie de Mérule, parce qu'il te faut des biens pour gagner, mais de ce que tu me dis dans le discours, c'est il faut que j'achète pas cher aussi pour pouvoir marger, quoi. Bah, c'est-à-dire que moi je ne connais pas l'étendue des dégâts, tant que j'ai pas tout cassé et qu'on n'a pas analysé et qu'on n'a pas vu jusqu'où se propage le champignon, par exemple. Après, si tu as des problèmes de fondation, tu peux estimer plus facilement. Tu sais combien ça coûte, tu l'as fait 1 ou 2 fois, tu sais ton maçon combien il va te le faire, et cetera. À moins qu'il y ait une condition particulière, mais bon, de toute façon, le maçon, tu le fais intervenir avant d'acheter et tu l'appelles, il vient, il te dit: «Bah, là, il y a ça, on va couler, on va refaire» et cetera. Une toiture, tu peux estimer facilement combien ça va coûter. Après, c'est plus, les demandes qui sont relatives à la mairie. On peut te demander des choses particulières, des ardoises particulières, des fenêtres particulières avec des petits bois. Ils vont vouloir que tu conserves certaines choses, les
ABF peuvent, aussi avoir, des demandes, spécifiques de conservation d'escaliers en bois sculptés, qui se trouvent à l'intérieur, alors que ça t'arrange pas du tout, parce que ça casse complètement la distribution que tu avais prévue. Tu peux avoir des demandes aussi de la mairie qui sont plus ou moins légales, où on te dit, bah, on vous accorde le permis, mais seulement sur 5 lots. Moi, j'avais prévu d'en faire 9, et mais non, mais vous en faites 5. Parce que nous, on en veut 5. Parfois, c'est ou l'urbanisme ou la mairie qui veut pas que tu fasses trop d'argent, quoi. Surtout quand il y a beaucoup de marchands de biens sur la zone. D'accord, et ça, tu peux le Mmh. savoir avant d'acheter? Enfin, tu peux faire des demandes avant d'acheter, de te positionner sur le bien, ou tu le découvres un peu au petit bonheur la chance quand c'est déjà trop tard? Alors, il peut y avoir des réunions préalables à la mairie. Généralement, avec le bureau de l'urbanisme, on a des réponses. On a des réponses. D'accord. Généralement, la mairie s'y tient. Il faut faire en sorte de vraiment parler avec la personne qui chapeaute l'urbanisme et pas avec la personne qui va prendre des mesures et qui va demander et puis après on a l'information qui se perd, entre une personne de l'urbanisme et l'autre et à la fin, on nous dit: «Oui, oui» et puis, quand on a déposé le permis, ça marche pas. Il y a aussi le fait alors là, il y a une prise de risque, hein, c'est-à-dire que quand on signe un compromis et on dit: «Voilà, moi j'achète» et on met en clause suspensive le fait qu'il y ait un permis de construire validé par la mairie, faut savoir que si le bâtiment dépasse un certain nombre de mètres carrés, ça doit être autour des 200 mètres carrés, le permis doit être déposé par un architecte. L'architecte, c'est 10 000 balles. Donc Si déjà le un permis est cours. refusé, c'est 10 000 balles dans le vent. Ah oui. Oui, tu es pas remboursé si le permis est refusé par rapport à ce que tu veux faire. Donc tu engages des sommes, en fait, avant l'opération. Ah oui, c'est bien plus Exactement. compliqué que ce qu'on entend un peu partout. Et toi, du coup, tu essayes Bah, il y d'éviter a de racheter des biens de plus de 200 mètres carrés pour ne pas engager ces frais ou alors peu importe? au début, j'essayais d'éviter. Les premières opérations, déjà, j'avais pas très confiance dans mes artisans, il fallait que je crée une équipe, donc j'y suis allé doucement. Aujourd'hui, je considère que ça fait partie du jeu. Pour le moment, ça ne m'est jamais arrivé de perdre de l'argent. J'ai des confrères qui ont perdu et qu'il y en a certains qui sont partis en procédure contre la mairie. Je fais un petit aparté, mais pour vous faire comprendre comment ça se passe derrière, vous déposez un permis pour diviser, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui va voir le maire et qui dit: «Ouais, moi je suis pas d'accord, j'ai la maison qui est juste là, il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont habiter, il va y avoir plus de voitures dans la rue et cetera, je veux pas». Et le maire il dit: «Oh bon, bah, OK». Vous êtes quelqu'un il lui dit pas directement: «Vous êtes quelqu'un d'influent dans la communauté et cetera, donc je vais, refuser le permis». Il dit: «Bon, bah, je j'ai vous avez raison, je vais refuser le permis». Je pars en procédure contre la mairie. Quand je leur dis: «Je vais partir en procédure contre vous, il va falloir engager des frais, d'avocat et tout et cetera». Le maire, il va pas me dire: «Oh non, ne faites pas ça, on va perdre tous de l'argent». Il va dire: «Mais faites-le». Parce que si c'est quelqu'un qui me condamne à accepter votre permis de construire, je pourrais toujours dire que j'ai pas eu le choix et que c'est la loi qui m'a obligé à le faire. Il y a de la Ça politique derrière, il faut s'entendre avec les mairies, il faut connaître un peu le maillage, on va dire, territorial des gens influents, pas acheter trop près de chez eux pour être un peu moins embêté. C'est tout un métier, en fait, où il y a beaucoup d'humains, dedans à prendre en considération. Ouais, moi j'ai de la chance dans ma zone parce que j'ai jamais eu de procédure de ce type-là. Alors une fois, on m'a refusé de faire ce que je voulais faire, c'était une surélévation avec division et tout, j'avais prévu de faire un ascenseur aussi, c'était un beau projet. Bon, on me l'a refusé. Ils m'ont clairement dit que les marchands de biens, ils aimaient pas. Donc du coup, j'ai jamais pu travailler sur cette ville et j'ai même arrêté de prospecter. Même si de temps en temps, je vois encore des choses qui pourraient être sympas à faire là-bas. Quand ils auront leur bâti qui sera, vieillissant, bah, peut-être qu'ils changeront d'avis et ils se diront: «Bah, finalement, les foncières ne viennent pas, les investisseurs ne sont pas capables. Qu'est-ce qu'on fait, Est-ce qu'on fait venir des marchands ou est-ce qu'on rachète nous et on fait des travaux avec des appels d'offres publics, qui coûtent très cher, et cetera et cetera». Ouais, les mairies peu coopérantes, c'est vraiment un red flag, pour toi, quoi. Moi je les comprends, hein, il y a des mairies, au-delà de l'orientation politique, parfois, il y a des maires qui n'aiment pas qu'on vienne faire de la spéculation dans leur village, quoi, dans leur ville, c'est pas aligné avec leur mouvement politique peut-être. Il y a aussi ça aussi. Il y a des choses à respecter pour eux. Je vais pas dire qu'on arrive à faire des opérations dans des mairies de droite parce que c'est pas vrai. Mais, il y a très certainement peut-être une certaine réticence aussi de la part de certaines mairies qui nous voient plus comme des spéculateurs qu'autre chose. Mais nous, on rend aussi un service où il y a que nous, en fait. Et tu parles de spéculation, comme quoi il y a des maires qui sont contre. C'est vrai que les gens se plaignent beaucoup du prix de l'immobilier, tu sais? Comme quoi c'est tout le temps en augmentation, que c'est de moins en moins accessible. Est-ce que pour toi, les marchands de biens, ils ont un rôle dans cette augmentation des prix de l'immobilier? Ou est-ce que vous êtes plutôt neutre parce qu'au final, vous achetez de l'ancien, que vous remettez un peu au goût du jour, enfin, que vous entretenez concrètement? Comme tu dis, vous rendez service, mais est-ce que derrière ça participe un peu à cette hausse des prix, dans l'immobilier?
Bah, théoriquement, nous, on rajoute des biens sur le marché. Donc plus il y a d'offres, moins théoriquement les prix devraient augmenter. Et il faut aussi considérer le fait que nous, on est une race un peu particulière. On a quand même cette nécessité d'acheter et de vendre rapidement. Donc moi, ça m'arrive constamment. En tant que marchand, je mets un petit appartement à 80 000 € sur le marché. Une semaine après, j'ai quelqu'un qui me dit, «Je fais une offre à 75». Je dis: «OK». Je suis même pas là en train d'essayer de dire 78, 79, je fais 75, moi c'est bon. Je prends 8 000 balles de marge sur ce truc-là, allez c'est bon, tu je te le vends. La seule chose que je vais te demander, c'est, d'avoir un crédit, et d'être sûr d'avoir ton crédit, quoi. Ouais, tu veux que ça parte vite. Tu veux que ça roule très vite au niveau de ce que tu as pour passer à d'autres opérations et du coup continuer à faire du chiffre aussi derrière parce que tu as ce besoin de faire, de multiples opérations pour pouvoir en vivre. Exactement. Donc quand on dit: «Est-ce que c'est les marchands de biens qui, aident aussi à faire monter les prix?» Non, je pense qu'on contribue plus au contraire à l'augmentation de l'offre sur le marché et aussi on n'est pas forcément, fermé sur les prix de vente. Après il y a les nouveaux marchands, les petits jeunes, oui, une fois qu'ils ont ancré dans leur tête le fait qu'il faut qu'ils fassent 100 000 € de marge sur un immeuble ou sur quelque chose comme ça, ils vont pas vouloir négocier. Mais c'est quelque chose qu'ils apprennent après derrière. Il vaut mieux, quand tu as des crédits à 11, il vaut mieux accepter une baisse de prix de 5 000 € plutôt que rester pendant un an avec le truc et perdre 8 000 € juste d'intérêt, quoi. Donc en fait, quelque part, les marchands de biens, en augmentant cette offre dans les zones tendues, les zones où il y a beaucoup de demandes sur les biens, permettent un peu de réguler les prix. Donc en fait, quelque part, vous avez une double mission qui est l'entretien de l'existant ancien qui est «invendable» entre guillemets aux investisseurs ou aux particuliers et en même temps, il y a un peu cette mission de vous permettez au prix de vraiment un peu stagner parce que ces biens-là qui ne sont pas vendus vont pouvoir être vendus donc proposés en plus sur le marché. Exact. Et du coup, D'accord. pour rebondir sur les jeunes marchands de biens qui font que du flip, Mmh. est-ce que, tout à l'heure tu parlais que tu te faisais évincer des dossiers avec, ces jeunes marchands de biens qui se ruaient, là-dessus. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ils seraient avantagés par rapport à toi sur ce type de dossier? Et ils sont avantagés parce qu'ils sont à la recherche que de ce type de dossier. Ils ont, des touches dans les agences, donc parfois c'est du bouche à oreille. Ils récupèrent les dossiers sans qu'on les voit passer. Après, pour tous les types de dossiers, qui arrivent sur le net, s'il y a un flip, nous les pas les vieux de la vieille, mais c'est nous, on a du cash. Eux, ils ont pas de cash. Ils se lancent, c'est le début, font leurs premières OP et même s'ils font des OP, ils font des OP à 20. Donc même s'ils récupèrent 20 000 – 30 000 € par opération, si l'immeuble il coûte 200 000, les jeunes marchands n'ont pas la possibilité d'y aller cash. Si ça arrive sur internet et que l'opération est bonne, il y a toujours un marchand qui va y aller et qui va y aller cash et qui va squeezer les jeunes. Mais les jeunes, ils ont tendance à se créer un réseau avec les notaires, avec les agences, avec les diagnostiqueurs, avec tous ceux qui s'occupent des liquidations judiciaires et cetera. Dès qu'il y a quelque chose et ben ils sont dessus, ils appellent toutes les 3 semaines, ils appellent tout le monde dans leur répertoire et au bout d'un moment, ils finissent par avoir la primeur sur une opération où ils peuvent faire un flip. Ils la «loquent» entre guillemets, immédiatement et nous, on la voit pas passer. On en voit de moins en moins passer. Voilà. Est-ce que toi, du coup, tu as pas du tout ce type de réseau? Moi, j'ai ce type de réseau, mais à force de faire des dossiers compliqués, moi, on m'appelle surtout pour les dossiers compliqués. C'est malheureusement quoi, si je comprends bien. Non, c'est après moi, je me fais des marges qui sont beaucoup plus intéressantes sur ces dossiers-là, donc je suis content qu'ils m'appellent. J'aimerais bien qu'ils me donnent un petit peu plus de flip, mais c'est normal que même les notaires et tous ceux qui travaillent dans le bâtiment et dans l'immobilier en tant qu'agence ou même les gestionnaires de biens et cetera, ils essaient d'avoir de plus en plus d'interlocuteurs parce que comme ça leur permet de d'écouler plus facilement le stock. Moi, je peux pas tout acheter et puis c'est comme ça, c'est comme ça que marche le monde. C'est le dernier qui appelle qui a l'info, intéressante, quoi. On peut pas être partout tout le temps. Tu disais que toi, tu es sur les opérations complexes. Est-ce que du coup, comme tu faisais un lien avec la bourse tout à l'heure, est-ce qu'en marchand de biens aussi, la prise de risque est plus rémunératrice? C'est un peu comme en bourse, on prend un peu plus de risques et ça peut être plus rémunérateur, comme on peut, perdre. Est-ce que c'est la même chose sur le marchand de biens? Est-ce qu'il y a des opérations à risque qui sont pas du tout en bénéfice? Ou généralement, tu fais plus de bénéfices sur des opérations à risque qu'une opération, on va dire, simple? Ça dépend des secteurs.
Par exemple, Paris, je pense que c'est la même chose parce qu'il y a peut-être 1 000 € du mètre carré qui se baladent entre une opération facile et une opération complexe. Dans des milieux un petit peu plus rural, la prise de risque paye beaucoup. Je fais la ville de Brest, je fais Concarneau, je fais des villes en Bretagne. Des petites villes entre 10 et 15 000 habitants, ça, c'est vraiment mon dada. Il y a vraiment des très, 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 très belles opérations à faire et dans lesquelles tu revends aussi des belles bâtisses, pierres apparentes, des belles choses, quoi. Par exemple, ta plus belle opération que tu aies faite, que ce soit en termes de négociation ou en termes de bâti, par exemple, est-ce que tu as un exemple à nous donner chiffré? J'ai fait à Brest, je l'ai fait à Brest. Elle est particulière et vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout ce qui est marchand de biens est très particulier. J'ai acheté un immeuble à Brest et en fait, c'était 2 immeubles. C'est-à-dire qu'il y en avait un autre dans l'arrière. Premier immeuble, je récupère le permis. C'est un permis de reconstruire, donc un bâtiment bombardé par les Allemands en 48. Il a été reconstruit, 49 ou 50 et le deuxième immeuble qui se trouve derrière n'apparaît pas au cadastre. D'accord, Je vais récupérer dans les archives, le permis de reconstruire de 48. L'immeuble à l'arrière n'apparaît pas. J'appelle la mairie, je découvre après sur les impôts que je paye bien la taxe foncière sur les appartements qui se trouvent dans le bâtiment à l'arrière, mais il est toujours pas enregistré. il n'existe pas. Exactement, et je découvre par la suite que ce bâtiment a été construit sur une structure béton très épaisse. Je découvre qu'il a été bâti sur un bunker des Allemands. D'accord, Voilà, et que j'imagine que ceux qui ont fait l'immeuble, celui qui a bien été déclaré, ils n'avaient pas envie d'avoir un bunker et les fenêtres qui donnaient sur un bunker. Donc ils ont tout simplement reconstruit quelque chose dessus. Et ils ont refait ce deuxième petit immeuble. Donc je fais les démarches, j'appelle tout le monde, hein. J'appelle la mairie, j'appelle les démineurs parce qu'on ne sait pas s'il y a des munitions, des obus, des trucs qui sont dans le bunker. On fait tout ce qu'il faut et je fais annexer l'immeuble au niveau du cadastre. Ils me mettent à jour la taxe foncière et je suis bon. Je redivise le tout, je crée la copropriété et je revends lot par lot. Et cet immeuble était particulièrement sympa parce que la cour à l'arrière, c'était un peu, faudrait que je vous montre des photos, mais ça faisait un petit peu une arrière-cour années 30, comme on voyait dans les films de l'époque. Il y avait plein de végétation, il y avait un gros escalier en pierre à l'arrière. C'était une très, très jolie cour. On aurait pu l'utiliser comme décor pour faire des films. d'accord. Oui, donc en plus, tu as eu, quand même pas mal de démarches à faire sur cet immeuble, mine de rien, pour prouver son existence administrative, on va dire, et au final, il avait une histoire. J'ai appris pas mal de mots en allemand aussi. Parce que les documents étaient en allemand, forcément. Alors, les Allemands ne s'embêtaient pas trop à faire des permis de construire quand ils ont fait des bunkers, mais quand on a retrouvé des papiers dans le bunker, tout était écrit en allemand. C'est fou quand même comme histoire de se dire qu'encore en France aujourd'hui, tu as des immeubles, parce que là on parle pas d'un cabanon ou d'une maison, on parle vraiment d'un immeuble entier qui n'existait pas administrativement et qui plus est, était construit sur un bunker allemand. C'est quand même, assez dingue comme histoire. Ouais. Après, c'est une bonne solution de construire sur un bunker parce qu'il y a quasiment 1,5 m de béton armé. Oui, les Donc, fondations sont solides. Bon, effectivement, et puis tu as un argument de vente en plus. Tu peux dire, vous avez une cave, vraiment, vous êtes, protégés à l'intérieur, quoi. Ça Abri bouge. anti-bombardement. Aujourd'hui, il a fait x10. Aujourd'hui, il a fait x10 sur le prix avec tout ce qui se passe. Bon, après, il a été muré, hein, donc on ne peut plus y rentrer maintenant. Ah, tu pouvais pas le Bah oui, transformer en cave, on a fait ça comme ça. Ah non, tu étais obligé de le murer, tu pouvais pas le transformer en cave, pour l'immeuble? Bah, il y avait pas de fenêtre parce que tout avait été muré. Bon, de toute façon, il était pas assez, il y avait pas assez d'auteur. C'était complexe. En fait, c'était une espèce de petit bunker. Ils avaient fait tomber l'immeuble qui était devant. Vu qu'il était en bord de falaise, en fait, je pense qu'il y avait un canon qui pointait le port pour contrôler. Si les Anglais arrivent, on les canarde, en fait. D'accord. Ah oui, c'est quand même très historique comme bâtisse. C'est assez fou comme histoire. Du coup, je pense que là, ça fait quand même une petite heure, je crois, qu'on est ensemble. Doit être, à peu près dessus, ouais. OK, bah, je pense qu'on va terminer par une dernière chose. Pour, quelqu'un, imaginons je veux me lancer dans le marchand de biens, quel Oui. serait pour toi le meilleur conseil que tu pourrais me donner pour que ça puisse fonctionner? D'acheter pas cher. Alors, où des que por cher, bien évidemment.
La première, ce sera probablement un achat-revente en résidence principale parce que tout le monde fait ça. Mais le conseil, c'est de vraiment se former. C'est quelque chose de super important. Je pense que même, en écoutant la vidéo là, les gens, ils se sont rendus compte que ça n'a absolument rien à voir avec de l'investissement locatif où on peut y aller et peut-être se tromper et se sauver. Le métier de marchand de biens, c'est quelque chose de beaucoup plus risqué, beaucoup plus costaud. Il y a beaucoup plus de choses à savoir. Il y a, des rapports avec la mairie, l'urbanisme et cetera. C'est il faut se former. Il faut se former, voire même se faire accompagner sur la première opération par un marchand, qui va même d'ailleurs pouvoir aider pour le financement, qui va pouvoir aider en apportant une expertise. Il y a pas mal de réseautage de marchands qui disent que de toute façon, quasiment toutes les opérations, ils s'associent pas à un hasard. Ça diversifie le risque, ça permet aussi d'apprendre, des autres marchands. Donc se former et éventuellement s'accompagner, faire des joint ventures, des belles opérations, comprendre et essayer de se documenter sur toutes les phases et monter en compétences. C'est super important de se former et de se faire accompagner. Est-ce que tu peux détailler un petit peu sur, les différents aspects sur lesquels il faut se former? Juridique, Fiscal? Le juridique, il ressemble un petit peu, ouais, le fiscal aussi, il est costaud. Il y a le juridique qui, bon, il reste assez simple, il y a juste une quinzaine de choses à savoir. Qui est fiscal, il y a le sujet important, c'est les différents types de TVA. Comment faire pour savoir dans quel type de TVA on tombe et cetera, on peut demander une exonération de TVA si on opère sur un bâti qui a été achevé depuis plus de 5 ans, par exemple. C'est un détail, mais il y a des gens qui savent pas forcément. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la TVA intégrale qui peut être redemandée sur un bien s'il a été entièrement rénové. Au niveau de la fiscalité, il y a de la TVA intégrale à reverser sur des détachements de terrain. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est une autre activité d'une autre branche de marchands qui eux, ils achètent une maison et puis ils détachent le terrain, ils revendent le terrain et la maison, comme s'ils faisaient de la découpe d'immeubles, mais ils découpent juste le terrain qui appartient à la maison. Il y a plein de petits détails à savoir, sur ce type d'opération, les parcelles en drapeau, les assainissements, les arrivées d'eau, comment les routes qui vont être faites pour desservir les différents terrains avec, les accès pour les camions des pompiers, et cetera. Il y a plein de détails selon le type d'opération qu'on décide de faire. Il y a plein de choses à savoir. Le volet fiscal de l'entreprise aussi, bon, bah, c'est quelque chose qui ressemble assez aux sociétés normales, les SAS et les SARL. On est assujetti à l'IS, à la fin de l'année. Donc je précise que quand on vend, on ne paye pas d'impôt sur la plus-value. On payera l'IS à la fin. Parce que Plus j'ai avantageux qu'un toujours des gens qui ont un particulier. peu de mal. Bah, disons que ça te permet de stocker jusqu'à la date de ton bilan la totalité des bénéfices que tu as fait. Ça te donne une certaine crédibilité vis-à-vis de la banque, même si en réalité tu n'as pas encore payé l'impôt. Donc si tu fais plein de ventes en février, bah, jusqu'à décembre, tu vas pouvoir garder ta trésor sur le compte mais D'accord. et tu tu ne payes peux en tu fait. peux éventuellement jouer un peu avec ça, mais en faisant attention à pas te brûler, quoi. Bah, disons que tu peux la placer sur un compte à terme ou quelque chose comme ça. Alors tu peux, c'est pas vraiment conseillé. L'idéal, c'est de garder pour faire des apports sur d'autres projets, en gardant ce qu'il faut pour payer l'impôt. Ça donne aussi, à la banque, la possibilité de voir que tu as eu, pas mal de liquidités, sur le compte pendant, X temps et c'est plus facile après pour qu'ils te prêtent sur d'autres projets. Donc en fait, marchand de Sinon, biens, c'est de l'humain, beaucoup d'humains, des bons contacts avec les mairies, se faire un réseau, gérer sa trésorerie, gérer ses équipes qui font les travaux, trouver des biens, négocier les biens. oui. Ça fait beaucoup plus complexe que ce qu'on entend quand même, hein. J'avais entendu, alors il se reconnaîtra, une personne qui est marchand, il dit que, être marchand, c'est l'épicentre du merdier. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, c'est pas de ta faute. Si l'artisan il est pas passé, c'est de ta faute. Si la mairie est pas contente, c'est de ta faute. Si, le permis n'a pas été, validé, c'est de ta faute. Si, l'acheteur il est pas content parce que ça fait 6 mois que vous avez signé le compromis et que tu as toujours pas acheté, bah, c'est de ta faute. Si, les ventes de l'agence, avec qui t'a recommercialisé le truc, ça se passe pas bien, bah, de toute façon ce sera de ta faute. C'est pas même si c'est eux qui ont pas eu le crédit, ce sera de ta faute. En fait, tu es un petit peu en train de jongler entre tout le monde. Le métier est dur. C'est au niveau des nerfs, c'est dur parce que c'est tout le temps de ta faute. C'est tout le temps toi qui dois tirer la bonne corde pour faire en sorte que tout se passe comme il faut et dès qu'il y a quelque chose qui tombe de travers, tout retombe sur toi. Ça a l'air vraiment fantastique comme métier, dis donc. Tu me vends du rêve. Ah, après non, mais c'est satisfaisant. C'est moi le projet de l'hôtel, j'ai aidé
un couple qui n'en pouvait plus. Et ils ont traversé le covid de plein fouet. Le restaurant qu'ils avaient en bas, il était fermé. À l'hôtel, il y avait plus personne qui venait. La mairie leur redemandait encore de faire les rapports, pour les pompiers là, les rapports, comme quoi, l'hôtel était aux normes et eux, ils avaient plus de clients. Ils étaient en plein covid. On leur demandait des assurances, on leur demandait des trucs. Ils avaient des commandes hebdomadaires pour remplir la chambre froide parce que théoriquement le resto devait tourner. Mais vu que c'était un contrat à l'année, bah, ils continuaient de recevoir de la bouffe, mais ils la vendaient plus et ils devaient la payer. Ils leur auraient racheté l'hôtel, j'ai trouvé une solution et puis moi, j'ai gagné un petit peu d'argent. Eux, ça les a enlevés d'un sacré pétrin et on est reparti comme ça. Il y a des opérations qui sont sympas, que ce soit pour le défi, que ce soit pour la situation que tu solutionnes et puis bon, bah, il y a le côté, de se dire: «J'ai racheté, j'ai revendu un hôtel», quoi. C'est, C'est classe. il y a pas C'est tous les classe à gens dire. qui peuvent le dire. C'est un gros changement de destination, permis de construire, division et des redécoupages un peu, je pourrais vous montrer les plans, mais il y a eu des astuces qui ont été mises en place pour des redécoupages. Il y a non, non, c'est satisfaisant comme métier. Après, c'est comme tout, hein, c'est pas facile. Il y a du boulot et il faut surtout s'être formé parce qu'il y a énormément de choses à savoir, à moins que vous fassiez juste des flips. Les fameux, Mais encore faut-il du réseau et cetera. Donc c'est pas non c'est plus, ça. Et les fonds. Mais il y a des écoles qui forment les marchands et qui les forment à faire des flips. Ah Je oui! ne les citerai pas. Ah. Je ne les citerai pas. Je les ai un peu en travers de la gorge, mais il y en a une qui a fait faillite, récemment. Et il y a des sociétés comme ça qui sont en partenariat avec des crowdfunding et tout. Ils accompagnent, et ils leur disent: «La seule chose que vous devez faire, c'est trouver un immeuble à diviser». Et donc bientôt, on n'aura plus d'immeubles à diviser parce que tout aura été flippé, quoi. Ouais, il y a des immeubles qui restent, qui passent de main en main tous les 20 ans, donc on sait que ces petits jeunes, ils resteront pas longtemps. La statistique, c'est que 95 des boîtes de marchands de biens sont sans activité. Ah oui, quand même! C'est une Il sacrée y a stat, beaucoup ça, dis donc. il y a beaucoup de marchands qui se lancent et qui n'y arrivent pas. Et ils s'arrêtent où? À l'achat ou à la vente? Ou ils font une première opération, puis ils se rendent compte que c'est bien trop compliqué et ça s'arrête là? Il y en a qui, arrivent à avoir 100 000 € sur le compte et ils se disent: «Bah, c'est bon, j'ai fait ce que je voulais, quoi». Ou il y en a qui se plantent. Ceux qui se plantent, c'est facile à repérer parce qu'il suffit de regarder les codes de TVA. S'ils ont déclaré la TVA, ça veut dire que, ils ont eu plus de dépenses que d'achats, donc ça leur convenait de payer la TVA intégrale ou TVA sur marge pour essayer de limiter la casse. Donc ceux-là, ils sont même faciles à repérer. Mais je pense que le métier, au début, on pense que c'est simple et puis, ça se complexifie. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent l'opération, qui sont, tout feu et flamme et quand l'opération se termine, ils sont lessivés. Ils sont lessivés parce qu'ils pensaient pas que ce serait aussi compliqué. Faut les épaules solides, quoi. Faut être préparé. Bah, écoute, Nicolas, on va te laisser parce qu'on sait que ton temps est précieux. On te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. J'espère que le podcast vous a plu à tout le monde. Merci Julien également pour, ta présence. bah, merci, pas de souci, hein, toujours là. Bah, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Homo Economicus. On se reverra sur d'autres sujets. Merci Nico, Salut tout le monde! merci David, ciao. À bientôt.